J'ai été chargé de la tâche de présenter une sorte de bilan de ce thème sensibilisation au risque d'inondation à partir d'un regard international, ce qui peut paraître certes un peu prétentieux, sachant qu'il y a aujourd'hui des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans le monde sur ces thématiques. Et donc, avec une double perspective, je vais essayer de ne pas être trop rébarbatif dans la mesure du possible, c'est de savoir pourquoi finalement cette question se pose aujourd'hui, c'est la question de la sensibilisation au risque d'inondation et ce qu'on pourrait faire en étant extrêmement prudent. Chacun sait qu'il n'y a pas de recette toute faite dans le domaine et que quand bien même effectivement il y aurait, merci beaucoup, il y aurait donc des pistes et il y en a, il faut toujours rester très vigilant par rapport donc aux solutions qui peuvent être apportées aux problèmes même identifiés. Comme l'ont souligné plusieurs personnes il y a un instant, que j'ai entendu même en étant dans le couloir, effectivement, on a parfois l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Je vais revenir sur ce point qui me paraît être donc à la fois légitime et contestable, parce que les bilans sont la plupart du temps beaucoup plus contrastés, me semble-t-il. Alors justement, je vais commencer cette présentation, vous voyez, avec la justification des 3 vignettes. La première en haut qui va montrer le caractère ambigu et contrasté des bilans que l'on peut donc tirer de l'évolution des désastres au niveau mondial. C'est une vignette qu'on va voir un petit peu mieux dans un instant, qui est tirée d'un rapport international qui est le rapport GAR, le Global Assessment Report, qui est publié tous les 2 ans par l'ONU. Ça, c'est la version 2015 à laquelle j'ai eu le plaisir et l'honneur d'ailleurs de pouvoir participer en tant que lecteur critique. La deuxième, ce sont les limites des politiques de prévention à partir d'un cas français, un terrain sur lequel, hélas, j'ai pu travailler. J'aurais bien préféré ne pas devoir le faire. 29 morts, la faute sur mer. Et puis en bas, oui, une vignette que pour l'instant on n'arrive pas trop à lire et qui se réfère donc aux solutions préconisées au niveau international par l'ONU. On va voir ce que c'est. En anglais, je l'ai laissé évidemment en anglais puisque c'est de l'international. Reforming Governance, les questions de gouvernance, et Moving from Risk Information to Risk Knowledge, donc passer de l'information sur les risques à la connaissance sur les risques. Tout ceci peut apparaître extrêmement abstrait et sans intérêt du tout. J'espère donc pouvoir montrer ou défendre devant vous l'intérêt qu'il peut y avoir j'allais dire s'adresser, ce qui est un horrible anglicisme, à s'intéresser à ces questions-là. Alors, donc, d'abord, premier point, pourquoi, effectivement, s'intéresser à la sensibilisation comme je l'ai mentionné immédiatement, donc une sorte de regard international par rapport à cette question. Et le premier point est lié à la difficulté à établir des bilans des politiques de prévention des désastres, parce que ces bilans sont très ambigus. D'un côté, comme vous le voyez à partir de ce cas qui concerne la Colombie, donc on a l'impression que plus le temps passe et plus les politiques ne servent à rien, recoupant d'ailleurs la remarque d'un des participants tout à l'heure. Et effectivement, on voit apparaître ici, quelle que soit la qualité de l'information, l'augmentation des pertes économiques en Colombie associées à différents types d'ailleurs de désastres, premièrement, et pourtant, deuxièmement, si je regarde l'évolution de la mortalité en valeur absolue, c'est-à-dire si je compte le nombre de morts relevés lors des différents désastres, on voit immédiatement que la tendance est toute différente. Et heureusement, d'ailleurs, cette évolution serait encore plus sympathique sur le plan éthique si on prenait en compte l'évolution démographique. Parce que là, si j'ose dire, il y aurait toujours moins de morts, même s'il y a toujours trop de morts. Donc vous voyez, les bilans, en fait, quels que soient les pays, quels que soient les auteurs, quelles que soient les sources académiques, quelles que soient les institutions, sont très ambigus. L'objectif n'est pas de dire les politiques de prévention ne servent à rien. En fait, on peut démontrer qu'elles sont utiles, même s'il est très difficile de quantifier leur utilité. Je passe sur tous les problèmes méthodologiques. Comment donc qualifier un mort associé à un désastre? Ça paraît évident. En fait, c'est horriblement compliqué. Vous me direz, par définition, tout ce qui est à l'université devient très vite compliqué. Si j'ose dire. Mais c'est pas parce qu'on cherche à compliquer les choses, c'est parce qu'effectivement, l'accès à l'information est donc problématique. Et donc, de l'autre côté, on s'aperçoit qu'il y a des limites. Vous voyez, donc, on est entre deux.
C'est-à-dire que le message que je vais défendre devant vous, c'est que les politiques de prévention sont nécessaires et qu'elles sont tout autant nécessairement limitées. Donc comment effectivement faire pour gérer les deux et pour inciter les différents acteurs impliqués dans la prévention des désastres à reconnaître le caractère nécessaire et en même temps à être toujours vigilant, très prudent par rapport aux limites des politiques. Et vous voyez les petites flèches noires ici, bien, plus on avance dans le temps, plus les politiques de prévention des désastres sont nombreuses en Colombie. Et évidemment, cela peut paraître étonnant quand on compare avec les tendances, aussi grossières soient-elles, d'ailleurs, d'évolution des pertes économiques, laissant penser que finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Il y avait une petite phrase célèbre d'un auteur White, « The more we know, the more we manage, and yet the more we lose ». Plus on en sait, plus on gère, et pourtant plus on perd. Bon. Donc, en fait, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Donc, reconnaissant ces bilans qui sont valables quels que soient les pays, si j'ose dire, parce qu'on les retrouve à peu près partout, en dépit des différences de contexte. Donc, l'UNISDR, qui est l'agence de l'ONU en charge de la prévention des risques de désastre, donc qui nous intéresse directement ici, a cherché à identifier, en s'appuyant sur la recherche académique notamment et sur les retours d'expérience, où sont les barrières et qu'est-ce qu'on pourrait faire, non pas pour éliminer les barrières, mais pour réduire le plus possible les barrières. Donc, et comme vous le voyez, il y a 4 éléments. Il y en a 2 que je vais aborder devant vous plus en détail aujourd'hui. Réformer la gouvernance et aller donc passer de l'information sur le risque à la connaissance sur les risques. Et on va voir, j'espère ensemble, donc pourquoi l'ONU s'intéresse tellement à ces éléments et quels sont les liens entre ces éléments et la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, la sensibilisation au risque d'inondation. Alors, donc, pourquoi la gouvernance et la question de l'information sont-elles liées ? Bien, il y a toute une série de recherches là-dessus et de programmes de recherche internationaux auxquels j'ai pu contribuer à certains, évidemment, sachant qu'il y en a beaucoup d'autres auxquels je n'ai pas participé, évidemment. Et tous reconnaissent le problème posé par la fragmentation institutionnelle et la fragmentation de l'information. Et deuxièmement, la nécessité de co-construire au sein des institutions et aussi en relation avec les populations dites locales, l'information pour passer au stade de la connaissance partagée afin d'améliorer les résultats que l'on attend des politiques dont on peut démontrer qu'elles sont utiles et nécessaires, mais que pourtant ces politiques restent trop peu tournées vers la prévention par rapport aux attentes que l'on a. Donc c'est en quelque sorte, vous voyez, une piste qui est préconisée ici, sachant que si vous regardez un peu plus en détail, ce schéma a été publié dans des revues internationales, il y en a plusieurs, vous voyez, Weichsel, Gartner, et puis moi-même d'ailleurs, donc, mais il y a pléthore d'articles là-dessus, ainsi que la pyramide que vous voyez qui est extraite d'un rapport final du programme No4DAA, en fait, ça veut dire la connaissance pour la réduction des risques de désastre, en anglais. Vous voyez apparaître peut-être la flèche là, qui redescend de wisdom, la sagesse, la prudence, vers les données, et qui attire l'attention que quand bien même on a une solution politique donnée, bien d'une manière ou d'une autre, le retour d'expérience attire l'attention tôt ou tard sur les limites et l'intérêt de ces politiques de prévention, et amène à reconsidérer les données, les faits, à reformer l'information, à constituer de nouvelles couches de connaissances, et donc, vous voyez, à amener à faire évoluer les politiques en question. Alors, pourquoi ceci ? Parce que les retours d'expérience, quels que soient les pays, attirent l'attention sur un certain nombre de phénomènes qui sont liés à la fragmentation institutionnelle, à un partage d'informations, une constitution de connaissances sur les risques de désastre qui est trop limité par rapport à ce qui est attendu. Et cela, on le retrouve quels que soient les pays sur lesquels on travaille. Ce qui ne veut pas dire évidemment que tout soit uniforme. Le contexte local est évidemment essentiel, mais malgré les différences de contexte, nous avons ces tendances de fond. Alors pour l'illustrer, dans le cadre du programme No4DAA, ici, nous avons étudié 13 retours d'expérience de désastres appartenant à 13 pays différents, pas seulement européens, mais aussi le Mexique, mais aussi le Vietnam. Et je vous donc livre ici les résultats sans évidemment avoir le temps de développer la méthodologie que vous pourrez retrouver dans les publications en ligne, d'ailleurs si cela vous intéresse. Et donc on va simplement rapidement comparer 2 résultats donc de cette méthodologie employée concernant l'Autriche et la France.
Et vous voyez ici que notamment on a des petites croix rouges. Information does not become knowledge. L'information n'atteint pas le stade de connaissance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de partage d'informations pour atteindre une connaissance sur les risques de désastre. Et donc, premièrement, donc, autrement dit, toute une série de blocages dans donc, le partage d'informations d'une part. Et d'autre part, j'attire aussi votre attention, bien sûr, sur le parent pauvre, civil society, la société civile, c'est-à-dire c'est là où on retrouve les acteurs de terrain, les populations, les entreprises locales, etc., vous voyez, qui échangent peu d'informations, qui construisent peu de connaissances avec les autres stakeholders, les autres parties prenantes, notamment institutionnelles, ce qui confirme, si j'ose dire bien, les diagnostics donc au niveau mondial, une faiblesse de constitution de connaissances sur les risques de désastre. Et c'est très étonnant puisque l'Autriche est un pays de structure fédérale, et je vous rappelle bien sûr, même si tout le monde le sait ici, qu'une structure fédérale insiste sur la volonté de renforcer l'autonomie des prises de décision locales. Or, si on regarde le cas français, la Faute-sur-Mer en l'occurrence, nous sommes en présence d'une structure décentralisée, donc il devrait y avoir évidemment, vous voyez, en quelque sorte, moins de partage, si j'ose dire, on pourra s'attendre à ça, d'informations, de constitution de connaissances que dans le cas autrichien, et pourtant les signatures fondamentales restent très voisines. Ce qui prouve bien que d'une manière ou d'une autre, nous allons rencontrer des problèmes très voisins, en dépit des différences, je dirais, constitutionnelles, ici, culturelles majeures, et évidemment des différences physiques que l'on peut trouver entre les différents pays. Bon, donc si maintenant, parce que vous allez dire, voilà, c'est encore académique, donc on est très loin du terrain, on est dans les idées, etc., eh bien, en fait, tout ceci, évidemment, correspond à ce qu'on peut trouver avec les expériences en retour de terrain, notamment, donc là, je justifie la Faute-sur-Mer, avec évidemment, donc, des politiques qui existent, des politiques de prévention des risques de désastre. Ici, il s'agit du plan de prévention des risques, qui est désormais historique, ce n'est pas la dernière version, donc, de la Faute-sur-Mer, qui affiche le risque de désastre. Donc, et la question serait « what if » qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu le plan de prévention des risques de la Faute-sur-Mer. Peut-être qu'au lieu d'avoir 29 morts, on en aurait eu combien, 50, 60, 100 peut-être, on ne sait pas, mais la question mérite d'être posée. Et puis deuxièmement, bien sûr, les limites du plan de prévention des risques, parce que le plan a été fortement contesté par la population locale, et surtout parce que donc les citoyens, comme chacun peut le voir sur la photo que j'ai prise sur le terrain en juin 2010, en fait, donc ont suivi très volontiers ce qui tenait de PLU à l'époque, qui était en fait un POS encore, le plan d'occupation des sols de la Faute-sur-Mer, en prenant en compte effectivement le règlement du POS PLU, mais surtout en n'adaptant pas le bâtiment donc au risque d'inondation qui pourtant existe derrière les digues et dont malheureusement le désastre de 2010 a révéler la réalité terrain. On aurait préféré que cela ne soit pas le cas, bien évidemment. Donc ces formes d'opposition, évidemment, sont des formes d'opposition à des politiques qui ont le mérite d'exister, mais qui sont encore très largement perçues comme top-down, voyez, donc avec un partage d'informations, de connaissances qui peut apparaître encore comme relativement limité, avec des formes locales très caractéristiques ici, que j'ai pu prendre en photo. C'est relativement facile à faire, ça l'était en tout cas quand j'allais sur le terrain. Tout le monde voit par exemple ici évidemment le cœur de la chouannerie, les références à l'État jacobin auquel on cherche à s'opposer et qui cherche peut-être, en tout cas c'est perçu ainsi localement, à imposer ses volontés sur donc, le dos des citoyens tel que cela m'a été présenté à de nombreuses reprises par plusieurs interlocuteurs. Donc, évidemment, cela signifie que si je remonte, on aurait pu se poser la question de savoir quel aurait été le bilan si au lieu d'avoir des maisons inadaptées au risque d'inondation derrière la digue, il y avait eu des formes d'urbanisation qui intégraient plus le risque d'inondation derrière la digue. Ce qui ne veut pas dire que la digue ne serve à rien.
elle est nécessaire, elle est utile, mais elle est aussi terriblement limitée, comme l'ont montré effectivement les 29 morts de février 2010. Donc il y a en quelque sorte, vous voyez, matière à faire évoluer les politiques, les adapter plus au contexte local. Et c'est là où nous retombons sur la nécessité de réformer, de faire évoluer la gouvernance, peut-être, vue donc des instances internationales, et aussi la nécessité ou l'intérêt de co-construire des connaissances partagées le plus possible avec les citoyens locaux, notamment ceux qui s'opposent fortement au PPR, si possible, afin donc d'espérer le plus possible que ce genre d'événement ne se reproduira pas. Donc, politique nécessaire. Que serait la situation s'il n'y avait pas eu le PPR? Certainement, elle aurait été pire, même s'il est impossible de quantifier cela. Et pourtant, bien entendu, donc des limites à reconsidérer. Vous voyez que le bilan est forcément ambigu. Donc, je viens donc au bilan international. Vous voyez, deux éléments qui ressortent pratiquement partout. La segmentation institutionnelle qui reste forte, donc peut-être trop forte, et sur laquelle, à ma connaissance, pratiquement toutes les institutions internationales, et certes, c'est louche aussi, parce que, et comme le disent les sociologues, il y a des passagers clandestins derrière. Donc, incite, vous voyez, donc à renforcer, donc bien sûr, la gouvernance locale pour limiter cette segmentation institutionnelle et la nécessité, vue donc du regard de l'ONU, de la Banque mondiale, du FMI, etc., d'impliquer, d'avoir des politiques qui donc soient associées à des ménages et des populations locales plus proactives. Mais comment faire ceci? Donc, le bilan, vous voyez, en gros, même en allant vite, c'est en gros un bilan qui va être proche de celui que je vous présente, ambigu, mais avec possibilité de faire évoluer les choses. Comment faire maintenant? So what, comme le disent les anglo-saxons. Donc, comment faire? Que faire pour renforcer la sensibilisation au risque d'inondation? Comment donc espérer faire évoluer la gouvernance? Et comment espérer donc faire évoluer le passage de l'information sur les risques à la connaissance sur les risques? Bien, parmi ce champ de recherche et ce champ de gestion qui est colossal et horriblement délicat à traiter, chacun de nous le sait ici, il y a une question qui revient de manière récurrente, qui est la question de l'incertitude, une des marques de la complexité. Et donc la question de fond qui se pose est comment peut-on représenter simplement, clairement, ces questions de complexité et d'incertitude afin de les intégrer le plus possible au donc, champ de prise de décision politique et notamment auprès des acteurs locaux. C'est long, on devine que c'est une grosse prise de tête, mais si j'ose dire, on n'a guère d'autre choix que d'aborder ce genre de problème, celui-là ou un autre du reste, mais donc ce sont les voies. Et dans ces conditions, oui, d'après la formulation, et tout le monde le sait ici, c'est tout sauf facile, mais we have to, comme le disent les Anglais. On n'a pas guère d'autre choix que d'espérer trouver des solutions de ce côté-là. Alors, pour les définitions de l'incertitude, en général, l'incertitude dans les sciences dures désigne donc l'intérêt et les limites de la quantification, intérêt et limites de la quantification. Dans Godard et Talley 2002, Traité des nouveaux risques, vous voyez, j'aimerais ici me référer à une définition qui est plus proche de ce qu'on fait aujourd'hui, incapacité à déterminer une liste complète de résultats possibles de l'action, qui est plus proche donc notamment des philosophes qui réfléchissent sur les sciences politiques, le politique à la fois nécessaire et nécessairement limité, la précarité donc des formes d'action politique. Alors, comment ça se voit? Retour au terrain, parce que moi je suis bêtement un géographe, donc moi j'aime bien le terrain et j'aime bien aller mettre les pieds dans la boue. Donc, je vous convie à faire un petit tour dans la vallée de l'Arve pour regarder comment se présentent les choses concrètement et comment on pourrait espérer intégrer cette notion d'incertitude dans les bilans et voir ce qu'on pourrait en faire. Alors, si je regarde cette commune qui est une des communes donc multiples communes de la vallée de l'Arve, je constate que le PPR est utile. Excusez-moi, je reviens, je mets les pieds dans le plat, mais c'est quelque chose qui me paraît totalement défendable. En effet, si je regarde la situation donc au milieu du 19e siècle, on voit bien que l'habitat, vous voyez, évitait, comme souvent d'ailleurs, le fond de vallée humide inondé pratiquement tous les ans de la vallée de l'Arve. Donc l'habitat en fait est développé sur l'apex des cônes de déjection, là où passaient d'ailleurs les routes principales entre Genève et Chamonix. Bien. Et si je regarde donc la situation actuelle en termes de gestion
des risques de désastre, nous avons bien un PPR et tout le monde constate que le PPR inclut une zone rouge. Et dans ces conditions, je me pose la question de savoir quelle serait l'urbanisation actuelle dans cette commune, qui reste une commune associée à une pression foncière même relativement limitée par rapport à l'aire urbaine de Genève, s'il n'y avait pas la zone rouge. Je mets ma tête sur le bio qu'on aurait des maisons vraisemblablement un peu partout en zone rouge. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Ça veut donc dire que le PPR sert bien à quelque chose. Mais évidemment, il est difficile de quantifier ceci, de même qu'il est beaucoup plus facile de quantifier les désastres arrivés, même si ça pose des problèmes méthodologiques. Nous n'avons évidemment, hélas, aucune base de données sur les désastres évités. Pourtant, une base de données sur les désastres évités, ça serait intéressant aussi. Mais évidemment, bon, on n'en a pas. Maintenant, si je regarde la zone bleue, donc intérêt de la politique de prévention des risques de désastre. Mais les limites, je les vois aussi. En effet, si je regarde la zone bleue, et des exemples comme ceci, j'en ai à l'appel, j'en ai des centaines, donc évidemment, bien, je constate qu'ici, j'ai deux bâtiments, un bâtiment qui sont tous les deux en zone bleue, vous voyez, de mêmes caractéristiques, propriétaires de caractéristiques voisines, je passe les détails. L'un de ces bâtiments prend en compte les prescriptions du règlement du plan de prévention des risques, le bâtiment est surélevé, ok, mais le deuxième propriétaire ne prend pas en compte du tout les prescriptions du plan de prévention des risques. Donc, du coup, cette simple photo montre qu'il y a bien des limites de matérialisation des politiques de prévention des risques, en supposant que lors du prochain événement, le propriétaire de la maison ici connaîtra des dommages supérieurs à ceux que connaîtra le propriétaire de la maison qui se trouve au premier plan. Maintenant, est-ce que cela veut dire pour autant que le propriétaire de la maison qui est ici échappera nécessairement à tout dommage? Que nenni! En effet, les retours d'expérience, alors vous allez me trouver un peu cynique, donc ici pour le coup, mais les retours d'expérience, donc notamment venant des travaux des assureurs et des réassureurs, donc tendent à montrer qu'il n'y a pas de relation stricte et de relation statistique utilisable, par exemple, comme vous le voyez ici, entre la hauteur d'eau et le pourcentage de destruction des sommes assurées, c'est-à-dire des dommages que les assureurs remboursent lors des événements dans ce cas-là. Chacun, et ceci est tiré d'une des thèses donc, auxquelles j'ai pu participer, donc, puisque j'étais dans le jury, la thèse de Jérôme Domenichini, en fait, illustre très clairement que même pour des biens de caractéristiques voisines, les maisons, vous voyez, donc multirisque habitation maison, bien, on peut avoir une hauteur d'eau dans le cas d'Arles en 2003, ce sont les retours d'expérience des assureurs, qui peut atteindre 1,50 m, 1,50 m avec des dommages, effectivement, qui peuvent être très faibles, comme des dommages pour les assureurs qui peuvent être très élevés. Et même chose pour, donc, bien sûr, la situation dans laquelle nous avons des hauteurs d'eau faibles. Tout le monde sait bien ce qu'il y a derrière ici, la plurifactorialité, peut-être aussi les imperfections d'information, bien entendu, ça dépend de la manière dont l'information est constituée, etc., etc. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de relation utilisable entre les deux. Donc, que faire pour, si vous voulez, utiliser cette information? Comme le temps est limité, je vais passer sur ce schéma qui pourtant avait l'avantage de vous montrer, j'espère, qu'on peut très bien se passer du couple résistance-résilience, qui prend la tête des universitaires, moi le premier, pour décrire le caractère utile, même nécessaire d'une digue, et en même temps nécessairement limité de la digue. Donc je le fais quand même très rapidement. Vous allez me dire, je change d'avis. En effet, donc ici vous avez un schéma qui s'inspire de la célèbre courbe de Farmer. Que nous dit le schéma? Et le schéma est adapté à des analyses de situation empiriques de terrain. On n'a pas besoin de faire maths sup. D'ailleurs, je n'ai pas fait maths sup ou l'ENS. J'ai fait l'ENS aussi, d'ailleurs. Mais enfin, bon, pour donc développer ça. C'est pas très compliqué. En effet, ici, le point A, vous voyez, on est à La Faute-sur-Mer. Donc, on a bien des fréquences de submersion journalière, mais une intensité de dommages limitée. Tandis que derrière la digue syndicale du lait, donc ici, eh bien, chacun de nous, hélas, voit de nouveau la situation de 2010. Fréquence de submersion très faible, Dieu merci, mais intensité de dommages très élevée ponctuellement. Or, bien sûr, on passe progressivement de l'un à l'autre. À la limite, on pourra rajouter un axe du temps, vous voyez, sur le supposé axe des abscisses, en montrant que cette situation est préparée
involontairement par donc la construction de la digue et surtout par les choix donc d'urbanisme qui furent ceux de la municipalité de La Faute-sur-Mer. En clair, donc on pourrait prétendre que ces secteurs pourraient être urbanisés, mais que le problème vient surtout de la surconfiance dans la digue et des choix urbanistiques pour plein de raisons qui furent ceux de la municipalité de La Faute-sur-Mer. Et pour terminer, je vous proposerai volontiers cette quasiment dernière diapositive en montrant à la suite d'une remarque que j'ai donc reçue avec, j'espère, profit d'un de mes collègues qui travaille sur le Vietnam, John Norton. Il m'a dit, mais Patrick, regarde donc ta maison ici, parce que je lui ai montré ceci. Et il m'a dit, oh, regarde le schéma. Mais en fait, ton schéma, il est horriblement abstrait. Dehors, allez parler de l'incertitude, du risque et des désastres et des populations très pauvres. C'est pas leur problème. Ils vont dire, on en a d'autres chats à fouetter, nous. Bon. Mais si tu renverses le schéma, et si au lieu de mettre le pourcentage de destruction des SA, donc là tu mets intensité des dommages, et ici donc tu mets la hauteur d'eau, tu reportes le volume de la maison sur le schéma, et du coup, effectivement, c'est un schéma qui devient très parlant, parce que la hauteur d'eau, elle se voit directement accolée sur le mur. Donc le schéma est parlant, on a bien une situation d'incertitude, et donc un schéma qui a un potentiel à être utilisé lors des délibérations locales, quand bien même certains, justement, pourraient vous dire « mais il s'agit d'Arles, donc comment on peut donc transférer Arles vous voyez, cette situation-là. Ensuite, on rentre évidemment dans les débats. Alors, des pistes pour ne pas donc déborder trop, évidemment. Donc, premier point, à mon avis, et surtout en m'appuyant surtout sur les bilans des politiques de prévention des désastres, des risques de désastres à l'échelle internationale, dont je me fais en quelque sorte un porte-parole ici, le problème peut être formulé de la manière suivante. Point 1. Comment rendre les politiques de prévention des désastres plus préventives encore ? Ce n'est pas qu'elles ne servent à rien, elles sont limitées, donc comment repousser les limites ? Pour cela, deux pistes. Une piste qui concerne le partage d'informations, la constitution de connaissances le plus copartagées possible. Cette piste est développée sur le plan institutionnel dans le cadre des systèmes de gestion de la connaissance. Vous le voyez, l'acronyme anglais Knowledge Management Systems, dont l'ONRN est l'un des représentants ici. C'est une piste donc possible, mais évidemment, elle n'est pas suffisante en aucun cas. Et donc j'ai mis, mais surtout, effectivement, renforcer le partage d'informations, donc la constitution de connaissances sur l'incertitude, afin de faire apparaître l'intérêt et les limites des politiques de prévention des risques de désastre. J'ai rajouté qui doit parler à qui. En tout état de cause, l'un des problèmes majeurs est bien lié à la nécessité d'avoir des politiques plus proactives et qui engagent davantage les citoyens dans les prises de décision. Évidemment, le prix à payer est colossal, chacun le sait, c'est un des obstacles majeurs. Problème de représentation, multiplicité des risques. Tout le monde sait très bien que si vous travaillez sur les inondations, vous ne travaillez jamais que sur les inondations, multirisques. La pauvreté, de nouveau, etc. Et les problèmes de contextualisation. Et pour terminer, vraiment, toute dernière... Il est temps. Hein. Il est temps. Bon, donc je passe sur Bonquito, qui nous emmènerait dans un endroit un peu plus exotique, avec une représentation de terrain, de l'intérêt et des limites. Intérêt parce que le bâtiment prend en compte la zone de danger associée au passage de l'oléoduc, et des limites parce que, comme dans le cas des prescriptions, les maisons, en fait, ouvrent les fenêtres là où elles ne devraient pas. Donc, vous voyez, il y a prise en compte du risque de désastre jusqu'à un certain point, évidemment. Et là, on retombe, évidemment, sur le problème de l'entre-deux, qu'il s'agit sans doute pour nous d'espérer gérer le mieux possible, the best solution possible. Non pas a good solution. Merci beaucoup, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec... Avant qu'il y ait une question, moi je rebondis sur la conclusion de Patrick, notamment sur la question des observatoires, l'ONRN, Observatoire national des risques naturels majeurs, et porté par le ministère et la MRN, et qui, je salue Flora d'ailleurs au passage, nécessite d'avoir aussi des relais locaux, des relais territoriaux. Et rappelez-vous, pour ceux qui ont participé à nos travaux d'élaboration de la stratégie locale de gestion du risque inondation sur la métropole francilienne, cette question de la centralisation des données au sein d'une plateforme dématérialisée, donc une plateforme web, est revenue de façon très récurrente, parce que l'information est éclatée dans différentes
différents sites, différentes institutions. Et donc, modestement, à notre échelle, on a pris acte de ce qu'on avait entendu dans le cadre de cette stratégie locale et on proposera dès la fin de l'année une plateforme d'information où on essaiera de relayer en partie l'information, voilà, modestement, sur le bassin de la Seine amont. Question 1. C'est une petite remarque. En fait, le passage de l'information à la connaissance et puis de la connaissance à l'action, ça me fait penser à la notion derrière de risque acceptable. Et du coup, la question est aussi comment les politiques publiques peuvent accepter d'assouplir et que le risque acceptable puisse être défini. Et après, c'est la question à quelle échelle et dans quel cadre ça se passe. Donc, c'était juste une remarque complémentaire par rapport à ce que disait Patrick. Oui, mais dans ce cas-là, qu'il faudrait relayer avec une adaptation du système assurantiel pour un paiement au prorata du risque que l'on encourt. Voilà, bien sûr.